Alors, le cloud, qu'est-ce que c'est au juste? Si on imagine un truc vaporeux dans le ciel, eh bien, il est temps de faire une petite mise à jour. En réalité, le cloud, c'est ce gigantesque réseau mondial de serveurs qui fait tourner toute notre vie numérique. D'ailleurs, c'est grâce à lui que ce contenu arrive jusqu'à nous en ce moment même. Aujourd'hui, on va décortiquer ce concept et on va même jeter un œil à l'intérieur d'un des géants du secteur, Microsoft Azure. Et oui, c'est un fait, on l'utilise absolument tous les jours. Le cloud, c'est un peu le moteur invisible de notre quotidien connecté. On ne le voit pas, mais il est partout. Il suffit de réfléchir à sa journée. Les emails qu'on a envoyés ce matin, le film qu'on a regardé en streaming hier soir, cette partie de jeu en ligne entre amis, ou tout simplement l'endroit où sont stockées toutes nos photos de vacances. Tout ça, ça dépend du cloud. Et derrière ce nuage un peu abstrait, il y a une infrastructure physique bien réelle et même colossale qu'on va aller explorer ensemble. Bon, mais alors concrètement, c'est quoi le cloud computing? Pour faire simple, c'est comme si on pouvait accéder à des serveurs, à du stockage ou à des logiciels à la demande, juste avec une connexion Internet. Et tout ça sans avoir à acheter et à gérer soi-même tout le matériel. C'est ça la grande promesse du cloud. Et les avantages sont assez énormes. Alors pourquoi un tel succès? D'abord, il y a le coût. C'est simple, on ne paye que ce qu'on consomme. Ensuite, la vitesse. On peut avoir des ressources informatiques en quelques minutes au lieu de plusieurs mois. Il y a aussi l'élasticité qui permet de s'adapter en un claquement de doigts au pic de demande. Et en plus, on a une performance et une fiabilité que la plupart des entreprises ne pourraient même pas espérer atteindre toutes seules. Bien sûr, tous les services cloud ne se ressemblent pas. En gros, ils se présentent sous 3 formes principales. C'est un peu comme des niveaux de service à la carte. IaaS, PaaS et SaaS. Voyons un peu ce que cachent ces acronymes. Alors, quelle est la différence entre les trois? En fait, tout est une question de contrôle et de ce qu'on a envie de gérer soi-même. Prenons une analogie, la pizza. La différence, c'est de savoir si on veut faire la pâte, la garnir et la cuire soi-même, ou si on préfère que le restaurant s'occupe de tout. Ce visuel est parfait pour comprendre. Tout à droite, on a l'infrastructure physique, les serveurs, le réseau. Et plus on se déplace vers la gauche, plus le fournisseur de cloud prend en charge de couches techniques. Ça nous simplifie la vie jusqu'à nous livrer une application complètement prête à l'emploi. On commence par la base, l'IaaS, ou Infrastructure as a Service. Ici, on loue l'infrastructure brute, les serveurs, le stockage, le réseau. C'est vraiment comme si on louait un terrain nu. On a un contrôle total pour construire exactement ce qu'on veut dessus, mais attention, on est aussi responsable de tout, des fondations jusqu'au toit. Un cran au-dessus, on a le PaaS, ou Platform as a Service. Là, le fournisseur s'occupe de toute l'infrastructure et des fondations, comme le système d'exploitation ou les bases de données. Pour reprendre l'analogie, c'est comme si on louait une maison déjà construite. On peut se concentrer sur l'essentiel, l'aménagement intérieur, c'est-à-dire le développement de notre application. Et enfin, le SaaS, ou Software as a Service. C'est le modèle qu'on connaît le mieux en tant qu'utilisateur. Il suffit de penser à des services comme Netflix ou Gmail. Ici, tout, absolument tout, est géré par le fournisseur. On prend un abonnement et on utilise le service. C'est comme louer un appartement entièrement meublé avec le ménage et l'entretien inclus. Voilà résumé parfait de la répartition des tâches. En bleu, c'est ce qui est géré par le client. En noir, c'est ce que le fournisseur prend en charge. On voit très bien qu'en passant de l'informatique traditionnelle à gauche vers le SaaS tout à droite, eh bien, on délègue de plus en plus de choses. Ça permet de se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur pour son activité. Il faut aussi savoir qu'il y a 3 façons de déployer ces services. Le cloud public, comme Azure, où les ressources sont partagées, ce qui le rend très économique. Le cloud privé, lui, est exclusif à une seule entreprise, souvent pour des raisons de sécurité ou de réglementation. Et l'hybride, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Ça combine la flexibilité du public avec le contrôle du privé. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va plonger dans un exemple très concret. Direction les coulisses de l'un des plus grands fournisseurs de cloud au monde, Microsoft Azure. Et là, le mot échelle prend une toute autre dimension. Il faut regarder cette carte. Azure, c'est un réseau mondial avec plus de 60 régions, réparties dans 140 pays. Chaque petit point sur la carte, c'est un pôle qui regroupe des centres de données absolument gigantesques. C'est ça le squelette physique du cloud. Et voilà à quoi ressemble ce fameux nuage dans la réalité. À gauche, on a un centre de données, un bâtiment immense de la taille de plusieurs terrains de foot. Et à droite, on est à l'intérieur, des allées qui semblent infinies de serveurs qui tournent à plein régime, stockant et traitant nos données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le cloud, c'est tout sauf immatériel. La question, c'est comment on fait pour gérer des millions de serveurs et des milliers de clients sans que ça ne devienne un chaos total. C'est un défi colossal. Pour y arriver, Azure a mis en place une structure logique hyper organisée, une sorte de plan directeur pour que tout reste clair et bien rangé. Cette structure, cette hiérarchie, elle a 4 niveaux. Tout en haut, on a les groupes d'administration pour appliquer des règles à toute une organisation. Juste en dessous, il y a les abonnements qui servent à gérer les budgets et les accès. Puis, on trouve les groupes de ressources pour organiser les différents projets. Et enfin,
Tout en bas, les ressources elles-mêmes. Un abonnement, c'est d'abord un conteneur logique. Il va regrouper des groupes de ressources et leurs ressources. C'est très pratique, par exemple, pour séparer différents environnements, comme le développement et la production, ou encore pour gérer la facturation par département dans une grande entreprise. À l'intérieur d'un abonnement, on trouve les groupes de ressources. On peut les voir comme des dossiers de projet. On y met tout ce qui concerne une même implication, les serveurs, les bases de données, etc. Le gros avantage, c'est qu'on peut tout gérer comme un seul bloc. On déploie tout, on met à jour tout et on supprime tout en une seule fois. C'est super simple. Et enfin, au niveau le plus fondamental, on a la ressource. C'est vraiment la brique de base, l'élément individuel qui est géré par Azure. Ça peut être une machine virtuelle, un compte de stockage, une base de données, un réseau virtuel. Et chaque ressource doit obligatoirement appartenir à un et un seul groupe de ressources. Évidemment, qui dit grande puissance dit grande responsabilité, et donc besoin de contrôle. Pour ça, Azure fournit toute une panoplie d'outils pour ce qu'on appelle la gouvernance. L'idée, c'est de pouvoir gérer les coûts, la sécurité et la conformité de manière très stricte. Alors, pour garder le contrôle, Azure nous donne des outils essentiels. Pour s'assurer que tout le monde suit bien les règles de l'entreprise, il y a Azure Policy. Pour décider qui a le droit de faire quoi, on a le contrôle d'accès basé sur les rôles, ou RBAC. Pour tout surveiller et vérifier que ça fonctionne bien, c'est le rôle d'Azure Monitor. Et pour la sécurité, le grand gardien du temple, c'est Microsoft Defender for Cloud. Au final, le cloud nous donne accès à une puissance de calcul et à un stockage qui sont, en pratique, quasi illimités. La question n'est donc plus qu'est-ce qui est techniquement possible, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer avec tout ça. Maintenant que les limites techniques ont été pulvérisées, quelle sera la prochaine innovation qui va, encore une fois, changer notre monde? L'avenir de la technologie reste à écrire.